20h, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne de 20h à 21h. Bilal n'étant pas présent, je suis amené bien sûr à le remplacer. Joker de luxe, le Joker, oui je me le dis, efficace. Plateau extrêmement intéressant, plateau riche avec moi ce soir pour parler notamment de la défaite et de l'élimination de l'équipe de France hier soir, vaincu 2-0 face à la Rora, face à l'Espagne en demi-finale de Coupe du Monde. On va y venir et on va parler notamment bien sûr de Deschamps, de Zidane et bien sûr revenir sur ce match qui fait tant parler, qui a fait tant parler toute la journée. Mais tout de suite avec moi, je présente mes consultants qui sont présents. Shekib est avec moi ce soir. Comment ça va, Shekib? Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là. Bien sûr triste de la défaite, mais ravi d'être là. Et je pense que ça va être une soirée très très intéressante parce qu'autour du plateau, il y a des personnalités qui ont des choses très pertinentes à dire. Haris est avec nous ce soir. Comment ça va, Haris? Bonsoir coach, ça va très bien. Ravi d'être là, ou du moins triste parce que l'équipe de France a perdu 2-0 lamentablement. On aura des choses à dire, à commenter. Et donc oui, c'est une Coupe du Monde. Il y a aussi un Angleterre-Argentine qui se profile, qui va être très intéressant. On va avoir l'identité de la finale de la Coupe du Monde 2026, mon cher coach. Claude. Tranquille, t'en fais déjà un petit peu beaucoup, Haris. Doucement, garde ça. Mais c'est la passion toi. Quand même. Oui, mais là je t'ai présenté déjà pour commencer, Haris. Mathieu est avec nous. Comment ça va, Mathieu? Bonsoir coach, bonsoir à toutes et à tous. Écoute, ça va. Je me suis un peu regardé le match là dans l'après-midi. Ouais, donc tu t'es refait ouais. Donc beaucoup de choses à dire, 2-3 petits coups de gueule. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on va beaucoup s'amuser ce soir encore. Par contre, il y en a un qui a le sourire en plateau ce soir, mais toujours mesuré, toujours objectif. C'est Juan José Dorado avec nous ce soir. Comment ça va, Juan José? Buenas tardes, content d'être là. Pas content de la défaite de la France, mais de la victoire de l'Espagne. Hein. Oui, bien sûr. Soyons clairs. Et comme je l'ai dit ces derniers jours, quand on me posait la question, tu préfères qui? Je préfère bien sûr l'Espagne, mais j'ai dit c'est toujours, peu importe qui gagnera, je serai toujours vainqueur, que ça soit avec l'Espagne ou avec la France. Cette fois-ci est tombé du côté de l'Espagne. Et puis t'as d'abord quand même alors pas le maillot officiel, mais un petit polo qui représente. Oui, c'est un maillot qu'on avait fait il y a 4 ans en fin de compte. Ouais. En fait, il y a 4 ans, on avait essayé de faire, mais on n'a pas gagné il y a 4 ans. Donc on est parti très tôt. N'hésitez pas si vous voulez réagir au 053 48 30 00 avec Solal qui est avec nous à la réalisation. Comment ça va, Solal? Buonasera à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, 20h, 21h sur Beurre FM Time Sport. On va revenir effectivement sur cette première demi-finale. Deuxième à suivre dès ce soir. Et oui, ce sera l'Argentine face à l'Angleterre. Un certain match qui peut vous rappeler des souvenirs. Est-ce que Dieu donnera à Messi peut-être l'occasion de venir placer sa main? On le saura prochainement. En tout cas, on est très heureux, coach, d'être tous ensemble sur ce plateau. Il nous fait référence au quart de finale de la Coupe du Monde 86 à Guadalajara, victoire de l'Argentine 2-1 avec justement la main de Dieu et quelques minutes après certainement le plus haut but de l'histoire de la Coupe du Monde. En tout cas, Solal est avec vous, donc n'hésitez pas à réagir au standard. Allez, on enchaîne. Time Sport, le ras-le-bol. Messieurs, l'équipe de France est éliminée, on va dire, ne se qualifie pas pour la finale, car il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, la petite finale qui va avoir lieu donc samedi, la 3e place. Il y a quand même une médaille de bronze, Mathieu, oui, à aller chercher. Votre avis sur cette défaite de l'équipe de France? Qui veut commencer? Moi, j'avais quelque chose de très court à dire. Je voulais encore, une fois n'est pas de coutume, m'adresser aux auditeurs de Beurre FM et les féliciter, vraiment nous écouter, parce depuis hier soir, j'ai entendu des choses ahurissantes sur d'autres radios et d'autres chaînes de télévision. J'ai l'impression que la culture de l'instant est encore très très présente dans leur tête, malgré que ce soit des spécialistes. Moi, je veux juste dire que l'équipe de France, pour moi, est toujours la meilleure équipe du monde. On a dit, il y a beaucoup de gens qu'il y a 24 heures nous disaient que c'était de loin la meilleure équipe du monde, et aujourd'hui ils nous disent elle est juste dans le top 5. Ils nous avaient dit que le Maroc la semaine dernière qui pouvait aller jusqu'à la fin, et aujourd'hui ils disent que c'est une petite équipe. Pareil pour le Sénégal, et ils disent parce que la France a rencontré des petites équipes comme ça qu'aujourd'hui on avait une mauvaise impression, et que maintenant ils ont tombé sur un gros, ils se sont fait sortir. Moi je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que hier soir
l'Espagne a sorti un véritable chef-d'œuvre, que ils étaient vraiment présents tactiquement, techniquement, dans le pressing, dans le contre-pressing, sur les phases de transition, sur le marquage en zone, en tête à tête, les duels, ils ont dominé tout, ils ont fait le match parfait, et c'est pour ça qu'ils nous ont mangé. Et je pense que c'est une des différences qu'il y a entre la Coupe du Monde et une Champions League. Champions League, t'as l'aller et le retour. En Coupe du Monde, tu perds, tu rates, tu sors. Je pense que s'il y avait un retour, je suis sûr que la France aurait fait les réglages, et c'est la France qui serait passée. Mais justement, c'est marrant que tu parles de réglages, parce que justement la semaine dernière, le soir de France, la veille de France-Maroc, on parlait avec un ancien international gabonais, Armand Osset, et je lui posais la question justement avec cette tactique qui a été mise en place depuis le début de ce mondial par Didier Deschamps, avec 2 milieux récupérateurs, 4 attaquants. Est-ce que l'équipe de France ne serait pas mise en danger par ce milieu à 3 du Maroc, et justement allait être en infériorité numérique, que ce soit dans la construction ou dans les transitions marocaines? On a bien vu que cette équipe marocaine n'a pas dérangé cette équipe de France. Maintenant, c'est là où je peux me poser la question sur le match d'hier, parce que les Espagnols ont été en supériorité numérique au milieu de terrain. Que ce soit au pressing, que ce soit à la perte de balle, à la récupération du ballon, pour faire des décisions, pour faire des passes entre les lignes, pour aller servir les attaquants, pour aller servir Yamal ou Yarzabal. Et en fait, on s'est rendu compte, on parle des choix de Didier Deschamps. Quand je vois la compo d'équipe et que je vois Aurélien Tchouaméni titulaire qui passe ses 90 minutes entre William Saliba et après Maxence Lacroix et Upamecano, et qui n'apporte rien offensivement, et que je vois Adrien Rabiot sortir à la mi-temps, alors certes il a pris un carton jaune et il était peut-être même à la limite en cette fin de première mi-temps, mais ça a été le meilleur bleu de cette première mi-temps, Adrien Rabiot. Donc est-ce que tu réajustes pas en faisant rentrer, même si tu fais sortir Adrien Rabiot, tu fais rentrer un Désiré Doué qui peut être incorporé dans ce milieu de terrain là, et te réorganiser tactiquement, à repasser à un milieu à 3 avec soit un Désiré Doué, soit un Ryan Cherki qui peut très bien aussi se repositionner au milieu de terrain plus près des 2 récupérateurs. Ça n'a pas été le cas. Tu fais rentrer Manu Koné, un Manu Koné dans cette deuxième mi-temps où t'es déjà mené 1-0. Derrière, malheureusement, t'as la blessure de Saliba ou Maxence Lacroix. Tu sens qu'il est un petit peu, les premières minutes sont un peu compliquées, et tu n'as pas de réel combinaison entre tes 4 offensifs. On essaye toujours de chercher le côté individualiste. Tu vois Mbappé qui va essayer de dribbler, revenir sur son pied droit pour enrouler. Tu vois un Michael Olise beaucoup trop bas. Michael Olise qui redescendait limite au niveau d'Adrien Rabiot ou de Manu Koné. Mais il devait être trop bas, justement. Mais non, il devait pas être trop bas. Et c'est en ça que je te dis que tu dois réorganiser à ce moment-là, à la mi-temps, parce que quand tu vois Michael Olise au même endroit que Manu Koné, pour organiser le jeu, pour un mec comme lui qui est capable sur une passe, sur un dribble, de te faire la différence, tu ne peux pas te permettre de rester avec 2 milieux récupérateurs. Tu fais sortir Adrien Rabiot et tu as Aurélien Tchouaméni qui passe sa vie entre ces 2 défenseurs centraux. Donc tu as vraiment Manu Koné qui fait le lien entre cette défense, et j'incorpore Tchouaméni dans cette défense parce qu'il n'a rien apporté offensivement, parce que c'est pas et le milieu tes 4 offensifs qui ne jouent pas ensemble, qui sont pas connectés. Mais je suis tout à fait d'accord. Tu vois un Bradley Barcola qui est titulaire, qui certes a fait des différences par le passé dans les matchs précédents, mais tu as joué l'équipe bis de la Norvège, tu as été embêté une mi-temps par le Sénégal, tu as joué l'Iran, tu as joué la Suède, où franchement on va pas se mentir, c'est pas la meilleure équipe du monde, et tu as joué contre une version du Maroc qui n'est pas la meilleure version du Maroc, sans son meilleur joueur qui est Saïbari. Aujourd'hui tu joues contre une équipe d'Espagne qui certes n'est pas séduisante comme on en parlait avec Juan Rosé juste avant l'émission, de 2008, 2010, 2012, ça n'a rien à voir, mais cette équipe espagnole elle est rigoureuse. Défensivement ça bouge pas, ça coulisse dans tous les sens. Offensivement, les Pedro Porro, Cucurella, ça vient aider les ailiers, c'est rigoureux. De La Fuente, il a fait un switch à un moment donné, il a dit je vais remettre Fabien Ruiz et je vais mettre Pedri sur le banc, et ben regarde ce que ça donne. Et donc c'est une leçon tactique avant d'être une leçon technique. L'équipe de France a eu des déchets, balles au pied, il y a eu beaucoup de pertes de balles, je suis d'accord, mais tactiquement tu dois t'adapter.
Non, mais Il a c'est vrai que raté Deschamps son n'a pas match. fait ses Ah oui, adaptations tactiques, mais tu parlais d'introduire ce troisième milieu de terrain créatif qui fait ce lien. Or, Olysée pouvait convenir à cette idée aussi au départ. Quand il a cette capacité de connecter, cette créativité, moi je l'ai pas vu de la part d'Olysée. Franchement, moi j'ai vu un Mbappé qui essaie de décrocher et qui essaie de jouer un rôle de playmaker alors que ça ne correspond pas à ses qualités premières. J'ai vu des ailiers qui étaient complètement absents dans l'idée de déborder, de créer des situations. Dembélé, on l'avait dit avec Juan José, qui a été transparent sur ce match-là. Moi j'ai vu une équipe de France avant tout déboussolée, désorientée. Et est-ce que justement ils n'ont pas été déboussolés, désorientés parce que tactiquement, Juan José, l'Espagne les a fait déjouer? L'Espagne les a fait déjouer parce qu'on a l'impression depuis hier soir que la France elle a perdu toute seule. Non, elle avait une équipe en face qui l'a fait déjouer. Et vous avez tous raison, il y a eu des erreurs tactiques, il y a eu des erreurs techniques, il y a eu des erreurs de choix. Alors je commence par les erreurs des choix, c'est-à-dire que le choix de Lucas Digne pour aller essayer de contrer Lamine Yamal, ça a été une erreur. Il a beaucoup souffert, il a causé le penalty et très souvent, il a été débordé par Lamine Yamal. Ça a été un choix erroné aussi quelque part, mais sur l'ensemble du mondial avec Saliba, on savait qu'il arrivait au mondial blessé, avec des problèmes des dos et il va se blesser définitivement au pire moment. Et ça a été aussi un choix qui a été fait. Peut-être que dans un match qui est très exigeant physiquement, est-ce que c'était le bon choix de l'utiliser à ce moment-là? Au bout de 25 minutes, il est sorti du terrain. Oui, je termine sur les erreurs de choix. Puis une erreur de choix monumentale, c'est celui des Tchouaméni au milieu de terrain. Il n'a pas joué les deux derniers matchs. Il n'a pas le rythme. Il sort d'une blessure musculaire. Donc c'est une erreur de choix qui a été faite. Et puis il y a une erreur tactique qui a été quand même peut-être la clé de ce match. Je n'arrête pas de le répéter depuis une semaine. C'est que vous devez renforcer le milieu de terrain. L'Espagne a eu des soucis avec l'Autriche. Même si on a gagné 3-0, mais jusqu'à qu'on mette le premier but, on a eu des soucis avec l'Autriche, avec le Portugal, avec la Belgique, avec le Cap-Vert. Pourquoi? Parce que vous aviez des équipes enfermées derrière, qui jouaient la contre-attaque et que l'Espagne n'arrivait pas à trouver des espaces. Mais la France ne joue pas contre la nature, donc elle a fait ce qu'elle a fait tout au long du mondial. Et quand elle joue comme ça, mais il y a des espaces. Si tu ne renforces pas le milieu des terrains, tu laisses des espaces, tu t'es fait bouffer. C'est ce qui s'est passé avec le trio Olmo, Ruiz et Rodrigo. Donc ça, c'est peut-être l'erreur tactique la plus importante. Après, il y a une deuxième. Et ça, c'est le manque de structuration de cette équipe de France avec Didier Deschamps, parce que les Espagnols, vous savez comme ils jouent depuis 20 ans, depuis 2008, ils jouent tous pareil, les Espagnols. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ouais. Mais là, la grosse erreur, c'est que vous avez des attaquants espagnols, les attaquants qui ont eu des tâches défensives pendant 90 minutes. Lamine Yamal, il a commis combien de fautes au bord de la surface de réparation espagnole dans les 15 dernières minutes? Il était là. Tous les attaquants espagnols, absolument tous, ont fait des tâches défensives au bout de tout au long des 90 minutes. Ce qui n'a pas été le cas des attaquants français. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a signalé, même s'il n'a pas reconnu ses erreurs. C'est Mbappé, quand à la fin du match, il a reconnu que le milieu des terrains français n'arrivait pas. N'ont pas fait le boulot. Mais ils n'ont pas fait le boulot parce que les attaquants français n'ont pas fait le sien, qui est celui d'aider ce milieu de terrain. Donc, des erreurs vraiment énorme de l'équipe de France aujourd'hui, mais n'oublions pas que de toute façon l'Espagne a fait déjouer cette équipe de France comme la France avait fait déjouer le Maroc. J'étais l'un de ceux qui pensaient que le Maroc était capable d'aller plus loin, sauf que le match où il fallait pas se rater, le Maroc s'est raté. Le problème, je te trouve un peu dur, Juan José, sur alors je viens de critiquer les choix de Didier Deschamps, mais là pour le coup William Saliba avait très bien tenu sur l'ensemble de la compétition et il se blesse à ce moment-là, donc je trouve un peu ça facile de tomber sur Deschamps si le fait de se blesser là, enfin je veux dire, c'est un peu. Est-ce qu'il aurait pas fallu peut-être le gérer comme on a géré? On n'a pas la qualité. On n'a pas géré, Saliba. Non, on n'a pas la qualité. S'il n'y avait pas Saliba titulaire sur cette demi-finale, ce sont des choix. Non, personne ne pouvait le remplacer. Et par rapport à Lucas Digne, excuse-moi,
mais tu mets qui? Théo Hernandez qui rentre pour mettre des coups et pour ne pas jouer au football. Non mais Théo Hernandez quand même a réussi à faire deux passes sur la surface espagnole en 15 minutes. C'est un très bon. Non, je veux dire, ça a été un très bon joueur. Mathieu, ça a été un très bon joueur. Non. Aujourd'hui, hier, quand il rentre et tu re-regarderas le match si tu veux, il ne fait que mettre des coups. Mais en fait, moi je suis d'accord, je te rejoins, Théo Hernandez n'est plus une valeur sûre. On lui a sifflé qu'une faute contre lui, alors qu'il aurait pu en avoir 3, 4 de sifflés contre lui, il aurait pu prendre un carton jaune. Après, il y a un contexte de match où il doit essayer de rattraper, il doit essayer de réagir, où c'est 2-0, c'est plié, emballé. Lui disent avant de rentrer, vas-y, mets des coups de coude. Non, bien sûr, on est d'accord avec ça, mais c'est vrai que il y a du zéro en Et puis, pour le penalty, je sais, j'ai vu un peu les réseaux sociaux, mais je trouve que vous êtes un peu dur avec Lucas Digne parce que quand tu regardes, c'est pas du tout sa faute. C'est pas du tout sa faute. Il se rate. Il se rate 2 fois. En fait, la passe n'était pas bonne. Il dégage pas avec la tête et la deuxième fois il essaye. Il regarde pas où est son attaquant. Il ne voit pas arriver. Donc ça veut dire derrière, si il décide de laisser le ballon passer et que Lamine Yamal récupère et qu'il marque, et ben on tombera quand même sur Lucas Digne. C'est vrai Mathieu, c'est simplement un problème de communication. Il est dos au but, on lui parle peut-être pas. En tout cas, on se retrouve juste après la pause. Time Sport revient dans un instant. On est de retour pour la deuxième partie de Time Sport sur Beurre FM, 20h, 21h. Ça gronde sur le plateau. L'équipe de France éliminée de la Coupe du Monde, du moins, qui jouera la petite finale. Ça sera samedi contre soit l'Angleterre, soit l'Argentine. Coup d'envoi de la deuxième demi-finale à 21h. Chez Kim, tu voulais réagir? Oui, juste que effectivement, beaucoup de joueurs sont passés à côté de leur match et c'est dû bien sûr au jeu de l'Espagne. Mais celui qui a le plus raté son match, pour moi, c'est reste Didier Deschamps je juge pas la personne, il a fait un très bon travail, mais hier il a raté le match comme l'entraîneur du Maroc avait raté celui d'avant. C'était un match qu'il fallait pas rater et effectivement faire jouer Tchouaméni en demi-finale de Coupe du Monde alors qu'il était blessé, il a raté les 2 derniers matchs. En plus que Manu Koné quand même il a été très bien remplacé. Il a été très bon. Non, il a été très bon. Manu Koné, je parle. Oui, Manu Koné a été très bon, donc il aurait pu lui redonner sa chance. Tchouaméni revenait de blessure et effectivement on sait qu'on avait que 2 milieux défensifs par rapport à l'Espagne et déjà c'était pas assez. Donc tu fais jouer un joueur de retour de blessure, c'est la plus grosse erreur pour moi Didier Deschamps avant même que le match commence. Et aussi sur le choix de Barcola aussi, je pense que c'était une erreur et c'est ça qui a fait la différence. Luis de la Fuente a fait des choix et tous ses choix étaient gagnants. Et Deschamps a fait ses choix et tous ses choix c'était des erreurs parce que Barcola c'est un super sub. Il aurait pu être très important s'il rentrait les 30 dernières minutes. Il est très rapide, il se faufile, il leur a mis soit une passe D, soit péno, soit un but. Et lui il a titularisé par rapport à Doué et donc il a fait 2 grosses erreurs majeures et ces erreurs majeures ont fait qu'aussi son coaching aussi il a été raté, donc il a complètement raté son match. Ça arrive et on est éliminé. Aris, tu voulais réagir? Non mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que on a vu un match où l'équipe de France s'est créée aussi plus de situations que l'Espagne. On a eu un réalisme espagnol qui est assez dingue, mais c'est une équipe qui a su maîtriser le match avec une colonne vertébrale. Non, attention, il faut faire le distinguo. Avant le penalty, l'équipe d'Espagne avait 0. Attends, laisse-moi finir. On fait le distinguo entre situation et occasion dangereuse créée. Il n'y a pas eu d'occasion dangereuse nette créée par cette équipe de France, par cette attaque. En revanche, en Espagne, enfin du côté des Espagnols, on a eu une colonne vertébrale, une équipe qui était très très bien solide, bien ancrée dans ses idées, dans sa proposition tactique avant tout. Je pense que ça dépasse le choix d'homme aussi. Qu'on mette Tchouaméni, qu'on le sorte, qu'on mette Barcola ou qu'on mette Désiré Doué, je pense que fondamentalement l'Espagne était supérieure dans sa qualité intrinsèque, dans son expression collective, là où l'équipe de France a été de la rigueur. Avant tout désorientée. C'est de la rigueur qu'on te demande quand tu es au haut niveau, quand tu es en demi-finale d'un mondial. Oui. Et Juan Rosé l'a très bien dit. On a vu une équipe d'Espagne jouer ensemble. On a vu un collectif. Oui, c'est ça. On a vu combien de fois dans le match on a vu l'équipe de France coupée en 2 à la perte du ballon. Ouais. À la perte du ballon, l'équipe de France était en 6-4. On est d'accord, mais c'est pour ça que et tous les Espagnols attaquaient en même temps, avec les 2 latéraux qui venaient aider les ailiers, comme je l'ai déjà dit, et on avait les 4 offensifs français qui revenaient en marchant, en trottinant. Donc quand c'était bien bloqué par Rabiot, Tchouaméni, ça allait en première mi-temps. Mais en fait, l'équipe de France n'a pas pu avoir de situation de contre, puisque les Espagnols ont joué ensemble en attaque
et en défense. Combien de fois j'ai vu Alex Baena revenir en courant comme un mort de faim pour limite venir un peu mordiller les chevilles de tout le monde. Mais ça, tu voyais pas ça de l'autre côté. Exact, Mathieu. Après, tu parlais. Cette équipe de France, elle est amenée aussi à attaquer, parce que quand on a une structure en 4-4, il faut que tu aies une rigueur, il faut que tu sois structuré. Là, on l'a découvert aujourd'hui. En demi-finale de Coupe du Monde, être coupé en deux à la perte du ballon. Mathieu, avant le match, t'aurais misé sur un 4-3-3. Alors. Mais non, mais il aurait fallu faire un 4-3-3. Mais c'est ce que je t'ai dit il y a 5 minutes, c'est que tu t'adaptes. Mais il fallait s'adapter, mais on est d'accord pour dire que Deschamps l'a pas fait. Je te dis pas, avant le match, ça fonctionne, donc tu restes sur ton 4-2-4. Mais du coup. Mais à partir du moment où tu commences et tu vois que tu es en train de prendre l'eau. Mais Mathieu. Est-ce que tu peux pas te dire, mais Didier Deschamps, avec la carrière extraordinaire qu'il a. Ouais. Il a raté son match. Tu dois, même son adjoint, et même s'il est pas lucide sur le moment, il a combien d'adjoints Didier Deschamps? La coach, on est en train de faire l'eau là. Faut changer quelque chose. Mais Ina qui nous écoute dans le RER est complètement d'accord avec toi, Mathieu. Alors, Mathieu, vous savez que j'ai une manie, c'est que je regarde d'assez près tous les statistiques après les matchs, et donc je fais comme d'habitude, j'ai regardé les statistiques et donc j'ai été surpris. Alors pourquoi? Parce que dans les statistiques générales, celles qu'on voit habituellement, c'est-à-dire le nombre de passes, mais on voit qu'il n'y a pas tellement de passes, des différences entre l'Espagne et la France. L'Espagne en a quelques-unes, mais une trentaine de passes de plus sur l'ensemble du match par rapport à la France. Quand l'Espagne normalement arrive à faire entre 600 et 700 pages dans ce match-là, elle arrive à peine à faire 500. C'est 50-50 de possession. Donc voilà, donc c'était 49. Vous regardez la possession, vous dites 49-51. Quand vous regardez d'autres statistiques, les tirs non cadrés, en général, 10 de chaque côté. Oui. La France a même cadré 3 et l'Espagne que 2. Deux buts de tir cadré, bien sûr. Donc, mais devant tout ça, tu te dis, il y a quand même un truc bizarre. Je suis allé chercher un peu plus loin, et là, qu'est-ce qu'on voit? Je disais il y a quelques jours que pour gagner, il faut marquer. Et pour marquer, la France, a priori, était mieux dotée que l'Espagne. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, a essayé 2 dribbles dans tout le match. Et il a raté les 2 dribbles, Ousmane Dembélé. Ouais. Mbappé. Il a touché 7 ballons en surface. Normalement, il touche une quinzaine de ballons par match. Il a touché 7 ballons. Il y en a que 3 qui se sont terminés par un tir. Que 3. Quand vous voyez ce qu'il a fait au lycée a perdu pratiquement la moitié des ballons qu'il a touchés. Il a touché 55 ballons, il en a perdu près des 25. Techniquement, c'était... Et donc là, vous voyez quelle est la différence. C'est là où on voit où est vraiment la différence, parce que quand je vous disais après, c'est plus ou moins semblable. Mais et puis il y a quand même un dernier détail, c'est que l'Espagne a joué à 11. Je m'explique. 11, c'est avec Unai Simón. À 3 reprises. Il a fait une Neuer. Voilà. Mais à 3 reprises, il joue très avancé. Et à 3 reprises, il a coupé les attaques notamment de Mbappé. Oui. Il a eu de la chance, certainement. Il y a eu un rebond sur Mbappé qui est parti dehors, aurait pu rentrer à l'intérieur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Espagne a vraiment joué en équipe, très structurée. Ils ont anesthésié cette équipe. Et ils ont anesthésié parce que la pression espagnole a été assez énorme. Ouais, c'est logique parce que justement, Juan José a parlé d'Ousmane Dembélé, le ballon d'or. Mais les gens ont beaucoup, et Deschamps ont oublié qu'il y avait un autre ballon d'or sur le terrain, et c'est Rodri. Oui. Quand t'as Rodri et qu'il est au top de sa forme, ça change tout. Il fait un bien énorme à la Roja, et comme il a fait un bien énorme, quand il était blessé, Man City n'a plus gagné pendant presque 4 mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça où je voulais en venir tout à l'heure aussi avec Tchouaméni, c'est que déjà quand t'as Tchouaméni et Rabiot au top de leur forme, c'était un peu court pour jouer contre les milieux espagnols. Mais là, quand t'as un demi Tchouaméni, c'est une erreur monumental. Je sais même pas comment il a pu faire ça, et effectivement ni lui ni ses adjoints n'ont réagi. Il y a quand même un staff médical, il y a quand même une préparation, c'est une demi-finale, on n'est pas dans de la gestion. Non, ça c'est pas du médical. La récupération, l'état de forme, c'est du post-médical, c'est après la blessure. Tu sais très bien qu'en demi-finale contre l'Espagne, dans une telle situation, il faut pas le faire jouer. Et Barcola aussi, c'était une erreur. Et le père, comme ce que j'ai dit, il a raté son 11 et il a raté son coaching derrière. Donc il est passé complètement à côté. Et on est sorti, c'est triste.
triste, mais c'est la vie. c'est son coaching. Pour vous, messieurs, Deschamps est responsable. Il en a carrément perdu la mémoire. Attends, pas à 100%. Pas à 100%. Tu as le droit. Bien sûr. Quand en tant que joueur, c'est une demi-finale de Coupe du Monde, tu as le droit de mettre les ingrédients, tu as le droit de courir un minimum. Tu as le droit de faire des efforts défensifs, tu as le droit de ne pas rater des passes. Parce que le nombre de pertes de balles, le nombre de passes ratées, je sais pas si tu as ce chiffre, Juan Rosé, le nombre de passes ratées des Français. Mais c'est ça. J'en souris, mais c'est ça le contraste. C'est le contraste. Olysée, justement, il est capable de connecter, a perdu d'avoir cette 17 balles justesse. sur 46 touchés. Mais tu parlais, Juan Rosé, de 17 sur 46. Et il l'a pas sorti. Il n'a pas réussi les dribbles. Et il l'a pas sorti. Ce qui m'a marqué, c'est à la différence des Espagnols, comme je disais, avec ces dédoublements, l'apport des milieux par rapport aux offensifs aussi, c'est que dès qu'un offensif français a été touché, que ce soit Barcola, Doué, Mbappé ou Dembélé, il était encerclé par 3 Espagnols. Et il était seul. Mais bien sûr. T'avais pas un apport. C'est à ce moment-là que je veux Chouameni, tu vois. Au lieu d'être enfermé derrière entre ces deux centraux, c'est là que je le veux derrière pour proposer une solution. Le gars est enfermé. Alors ok, on a des individualités formidables, mais contre 3 Espagnols qui sont là, qui ferment la baraque, et on a besoin de quelqu'un en retrait. Si je peux me permettre, Didier Deschamps a perdu quand même la majeure partie de cette défaite face à l'Espagne. Cela veut dire peut-être qu'il y a une apoplexie de la part de Deschamps. Il a perdu la mémoire. C'est juste hier soir, elle a raté son match. En Ligue des Nations, il y a eu la défaite en championnat d'Europe. En fait, ça rajoute la finale au JO. Je pense qu'il a manqué d'aspiration technique. Messieurs, dames. Je pense que dans un tournoi, il arrive qu'une équipe rate son match. Effectivement, Luis de la Fuente, on va pas dire qu'il a raté ses phases de groupe, mais c'était très difficile. Il trouvait pas la recette. C'est à partir des 16e qu'il a vraiment trouvé la recette. Ces 3 premiers matchs, l'Espagne, elle tournait pas trop. Et donc, lui, comme il était dans des matchs pas élimination directe, il a survécu. L'Argentine, elle a raté beaucoup de matchs, mais avec un petit coup de pouce de l'arbitre, elle a survécu. Par contre, la France, quand tu rates ta demi-finale, tu survis pas. C'est ça la différence. Tout le monde rate un match, mais il y en a qui ratent au mauvais moment. C'est peut-être. Alors, je vais peut-être partir dans un autre débat, mais c'est là que pose le problème de cette Coupe du Monde à 48. C'est que quand tu regardes les différents tableaux de chaque côté, l'Espagne a joué l'Autriche. L'Espagne a joué le Portugal, l'Espagne a joué la Belgique. Le Portugal qui s'est manqué, la Belgique qui s'est manqué en poule aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Espagne s'en sort à chaque fois à la fin. Oui, exactement. On a marqué à la dernière minute. À la dernière minute. Et face à la Belgique, à la 90e et à la 91e. C'est pour ça que c'était un chef-d'œuvre contre la France. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Espagne, elle a été testée dans ce mondial. Est-ce que l'équipe de France a vraiment été testée? Oui, non, je suis d'accord avec Mathieu. Mais dis-moi par qui elle a été testée. Mais par tout le monde est là. Le Sénégal et le Maroc, c'est pas des petites équipes. Il faut arrêter. Quand on regarde le seul pays qui pouvait tester la France, la première fois que l'Espagne joue en top 10, c'était face au Portugal. Et c'était en 8e de finale. Oui. Et la première fois où la France va jouer en top 10, c'est le Maroc. La différence, c'est que là où on croyait que le Maroc allait être capable de sortir un grand match, ils ont raté leur match. Ils ont raté leur match. Mais au-delà de ça, ni la France ni l'Espagne avaient été testés par un top 10. Non. Ça, c'est une réalité. Et puis, vous parlez de la responsabilité. Bien sûr, il y a une responsabilité de Didier Deschamps, n'est pas la seule. Il y a la responsabilité aussi d'un certain nombre de cadres qui ont, entre guillemets, on verra dans les prochains jours comment ça se passe, mais qui ont imposé jouer à 4 devant parce que, maintenant, on commence à connaître un peu comment ça se passe au niveau du vestiaire et on voit qu'effectivement, il y avait des cadres qui voulaient jouer à 4 devant et il s'est laissé, entre guillemets, convaincre. Après, il n'a pas su revenir en arrière. Et puis, n'oublions pas non plus que même si l'Espagne n'a pas des grands noms, hormis Rodrigo, Olmo, parce que tout le monde les connaît, mais hormis ça, ce qu'il faut retenir, c'est que l'équipe d'Espagne, comme l'équipe de France, est très jeune, mais ils se connaissent tous très bien, parce qu'effectivement, Claude l'a dit tout à l'heure, en 2024, en finale des Jeux Olympiques à Paris, l'Espagne a battu la France en finale. 5-3. Et l'Espagne aujourd'hui avait, dans les 26 qui sont aux États-Unis, il y a 5 joueurs de cette équipe qui avait battu la France en 2024. Et si je rajoute à ça que l'Espagne vient de gagner l'Euro des moins de 19 ans, l'Espagne
en 2030, quand elle va organiser avec le Portugal et avec le Maroc le mondial, pourrait avoir vraiment une génération qui sera arrivée en maturité. Donc je pense que cette équipe d'Espagne est capable d'aller encore plus loin, mais ce qui est certain, c'est que l'idée du jeu de l'Espagne depuis 2008 n'a pas changé, et ça, tu sais pourquoi? On a changé notre façon de jouer. C'était grâce à la France en 2006, quand vous nous avez fait fermer le clapet avec cette victoire en 3e des finales, où effectivement nous on allait mettre à la retraite cette fameuse déclaration Zidane, et on a perdu 3-1 face à la France. Et puis l'Espagne a changé complètement son style, et on a commencé à jouer à le style du FC Barcelone. C'est ça? L'Espagne marque un premier penalty avec et puis après il y a Ribéry, Vieira, Zidane qui marque le 3-1 à la fin et qui élimine l'Espagne. Et ils avaient dit moi ça Roubillar à Zidane. Voilà, on va les mettre à la retraite, et ben voilà. Ça réagit au standard 01 53 48 3000. On va les prendre, on a qui là avec nous? Salut, c'est Grégory, j'espère que tout le monde va bien. Salut Greg, comment ça va? Salut Greg. Ça va bien, ça fait plaisir de vous entendre. On a des représentants de l'Espagne, on a des représentants du football français, c'est génial. À ta voix, tu as l'air déterminé, toi, on t'écoute Greg. Moi, je suis toujours déterminé. Ouais, alors, écoute, pour vous dire, déjà hier, j'ai été intervenu en disant que ça, pour moi, ça jouait sur 3 joueurs. Rabiot, Olysée et puis Dembélé. Et voilà, il y en a qui n'ont pas été à la hauteur, et ceux qui ont été à la hauteur ont été sortis. Fondamentalement, je trouve qu'on retrouve, et je vous trouve très indulgent avec Deschamps. Deschamps, c'est 12 ans à la tête d'une équipe nationale avec systématiquement les top 5 joueurs dans chaque position. Et en 12 ans, c'est un paquet de finales et une seule de gagnée. Et je reviens toujours à la même conclusion, c'est quelqu'un qui ne sait pas préparer ses joueurs mentalement pour les finales ou les grands chocs. Et il s'avère que le France-Espagne hier, c'était la finale, on va pas se mentir. Et on retombe dans les mêmes travers. En dehors des choix des hommes dont vous avez parlé, moi j'arrive pas à comprendre. Là, vous critiquez Barcola. Pour moi, Barcola, c'était le meilleur attaquant de très loin. Mais c'est bien ça le problème. Ça reposait que sur lui. C'est bien ça le problème. Moi, j'aurais sorti Dembélé. Je voulais sortir Barcola. Oui, non, c'est vrai. Moi, je suis complètement d'accord. Moi, ce que je dis sur Barcola, je l'ai trouvé très bon, mais je pense que Barcola aurait été encore meilleur s'il était rentré, si c'était Doué qui avait été titularisé, et s'il était rentré à la dernière demi-heure, il aurait fait mal à l'Espagne comme personne. Et j'ai trouvé que cette carte-là, elle a été mal jouée. Et quand tu la rajoutes à celle de Tchouaméni, c'était 2 grosses erreurs qui ont pour moi déséquilibré le match avant même qu'il commence. On n'a pas, je réponds à Greg aussi, hein. On n'est pas clément avec Didier Deschamps. Quand vous regardez sur les 14 ans de Didier Deschamps, excusez-moi, il n'a gagné que 2 titres, hein, en 14 ans. Ah oui, mais il est champion du monde. Non, mais si on fait le compte des équipes nationales. Non, mais il est champion du monde et il est champion d'Europe. C'est quand même. Ok, il a perdu une finale. Non, mais les finales perdues, ce sont des finales perdues. Quand tu regardes sur 2 ans, sur 4 ans aujourd'hui, de Luis de la Fuente, il a gagné autant de titres que notre ami Deschamps. Donc on n'est pas clément avec lui, mais par contre c'est vrai qu'il y a une aura autour de lui qu'en 14 ans on a tendance à oublier les ratés. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a eu depuis 14 ans des joueurs à tous les postes qui étaient parmi les meilleurs au monde. Et si à la fin tu n'as que 2 titres, qu'en 14 ans, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait pas beaucoup. C'est sévère quand même. On va loin, et je vais finir mon raisonnement. Vas-y Greg. Moi, ce que j'ai vu hier soir, effectivement, on a des joueurs qui sont pas au niveau digne. Je m'interroge. Je vois Viltaï Hernandez, mais je trouve que c'est ça qu'on avait besoin. On avait besoin d'une France en mode Paraguay, une France comme était Rabiot en train de mettre des coups, des pieds qui traînent, à Hernandez qui est en train de mettre des coups, etc. C'est comme ça qu'il fallait que les Français jouent hier soir. Des garçons qui ont la grinta et qui, à défaut de pouvoir rivaliser au niveau technico-tactique, rivalisaient en termes de puissance physique et en termes surtout de grinta. Et ça, on l'a pas vu. Et dans le fond, la vraie question, je me dis, quand je regarde le match d'hier, j'ai l'impression de revoir la finale de l'Euro, j'ai l'impression de revoir le match contre l'Argentine, à savoir, on a une équipe qui est complètement apathique et on a un coach qui fait rien. Qui attend, je ne sais pas encore jusqu'à quand, 60e, 75e minute, pour commencer à se dire, je vais faire des changements, là où il aurait dû en faire déjà, ne serait-ce qu'à la mi-temps. Je veux dire, rien qu'à la mi-temps, il aurait dû se dire, ok, là, ça va pas du tout, il y a des garçons qui faut que je sorte. Un garçon comme Tchouaméni, il faut pas attendre 90 minutes pour voir qu'il n'était pas au niveau.
problème en fait au milieu de terrain et sortir Rabiot, je veux dire, c'est ton meilleur milieu. Oui, après, je comprends pas. Ton meilleur attaquant Barcola, tu le sors, je comprends pas. Après, par rapport à Rabiot, il avait déjà un carton jaune, il était à la limite. À la rigueur, je peux comprendre ce choix-là. C'est un garçon qui a 28 ans, Rabiot, c'est pas un petit jeu de 19 ans. Ouais, mais tu vois bien, justement, faut faire attention. Mais justement, Greg, tu parles de... là-dessus, sinon il aurait fallu sortir de Mbappé quand il a reçu son jaune. Oui, mais Greg, tu parles de Grinta. Les Espagnols savaient très bien ce qu'ils allaient faire en deuxième mi-temps si Rabiot ne sortait pas. Ils allaient aller le titiller, ils allaient aller au duel sur lui, et tu sais que un pied en retard, une milliseconde d'écart, et tu touches pas le ballon, tu touches la cheville, et tu peux prendre le deuxième jaune. Je suis d'accord, mais c'est là où tu rentres un autre garçon qui lui va mettre la grinta. T'avais Warren, t'avais celui qui est rentré. C'est à lui maintenant de prendre le relais et de mettre les taquets. Si Deschamps ne voulait pas faire un Koné Rabiot parce que c'est à peu près la même gamme de joueurs, pourquoi tu mets pas un Rabiot Zahir Emery? Pourquoi? C'est exactement ce que je viens de dire. Pourquoi? Je te rejoins totalement là-dessus. Au niveau Grinta, et au taquet, je lui dis surtout tu les casses. C'est-à-dire dès qu'ils ont la balle et que tu l'as pas, tu lui mets un coup d'épaule, tu lui mets un coup, tu mets un truc, tu casses. Mais taquet, mais qu'est-ce que c'est ce qui va se passer? Les gens, si c'est l'Argentine qui passe, ils feront exactement ce qu'ils ont fait avec la France. Ils vont leur mettre pendant 80 minutes des taquets et autres, et ils auront toutes les chances de passer. Messieurs, on se retrouve juste... Merci. C'est une équipe, il faut jouer sale. Merci Greg, on se retrouve juste après. Merci. Time Sport revient dans un instant. On se retrouve pour la troisième partie de Time Sport sur Beurre FM, 20h, 21h avec Ron Rosset qui est là, avec Mathieu qui est là, avec Aris qui est là, Shekib qui lui est parti, voilà, petit restaurant pour suivre la rencontre, et bien sûr Solal toujours à la réalisation. N'hésitez pas à appeler 01 53 48 3000 au standard. Nous avons Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Lionel. Ça va, impeccable. Alors qu'est-ce que tu veux nous dire Lionel? Alors moi j'ai ce petit point. L'un des premiers en fait, c'est quand j'entends que la France, avant l'Espagne, a rencontré des petites équipes, on ne peut pas se permettre, parce que ça voudrait dire que l'Argentine a rencontré que des grosses équipes. Et je trouve que c'est insultant, c'est pas forcément donner de la force à la France ou aux équipes qu'ils ont rencontrées, tout simplement, pour commencer. Et de deux, merci Rohan pour tes statistiques, parce que ça remonte l'analyse de tout le monde. La France a fait une très bonne première mi-temps. Ça a été très compliqué, mais là où pour moi ça a été compliqué, c'est quand c'est en retard sur les actions. Là où les Espagnols, ils n'ont pas laissé d'espace aux Français. Nous, on leur a laissé beaucoup trop d'espace. Et pour moi, il y a une action qui est criante. C'est quand Désiré Doué, il réussit une faute, il doit rentrer dans la surface. Il rentre jamais dans la surface. La France a voulu concentrer tout du match. Ouais. Mais juste très rapidement pour te répondre Lionel, c'est exactement pareil pour l'Argentine, hein. Ils n'ont pas été testés, hein. Le vrai premier test de l'Argentine c'est ce soir, hein. Et je suis pas sûr, au vu des prestations de l'Argentine depuis le début de ce mondial, qu'ils battent les Anglais ce soir. Je peux me tromper encore une fois, mais les Anglais contre la Norvège il y a quelques jours, je peux te dire qu'ils ont été plus que bousculés, et ils ont été très bien testés contre le Mexique aussi. Je peux te dire que l'Argentine, elle, n'a pas été testée, et que ça va être le premier test ce soir. Donc je dénigre pas les adversaires de l'équipe de France, c'est juste un fait. Quand tu regardes la partie de tableau de l'Espagne et quand tu regardes la partie de tableau de la France, ça n'a rien à voir. Et j'ai une question, moi. Quand on dit que l'Argentine n'a pas été testée, donc il y a eu un match où elle perdait 2-0, ils sont revenus à 3-2. On a tous été le genre de... Non, mais ce sont des adversaires qui ne sont pas dans le même calibre. Si l'Argentine est menée 2-0 contre l'Angleterre, ils ne gagneront pas 3-2. Mais au final, quand t'es dans le dur, c'est que t'es testé à un moment donné. Non, mais je suis d'accord dans l'idée de dire aussi que l'Argentine a su se relever, a été dos au mur et a su montrer des vertus sur le plan mental. Ça, c'est important. Pour une demi-finale, ça va être quelque chose d'important qui va leur servir face à l'Angleterre. On verra. L'équipe d'Argentine, c'est une équipe qui va être difficile, quoi qu'il arrive, à éliminer, parce qu'elle a cette âme, elle a cette aura, elle a ce supplément qu'ils arrivent à maintenir encore et encore. Maintenant, je pense qu'ils seront rattrapés par la réalité pure du football, c'est-à-dire du
du contenu de ce qu'il propose, parce que c'est assez limite, c'est beaucoup trop juste pour prétendre à plus. Quand on parle de petites équipes, on manque pas de respect, mais il y a aussi une réalité, il y a un classement. Alors, la France a joué la Norvège, 31e. L'Irak. L'équipe B. L'équipe B de la Norvège. Ils sont 31e. L'équipe A. Ouais. Mais c'était l'équipe B. L'Irak, 57e mondial. La Suède, 36e. Le Paraguay, 40e. Le Canada, 38e. C'est à ça qu'on fait référence. C'est qu'il y a une, voire 2 ou 3 classes d'écart entre une équipe top 1, le top 1, la FIFA, qui est la France, et les autres équipes. On fait référence à ça. Et donc, quand Mathieu dit effectivement qu'elle n'a pas été testée, c'est vrai qu'elle n'a pas été testée face à un top 10. Et on l'a vu, l'Espagne face au Portugal, ou encore la France face au Maroc, même si le Maroc s'est raté. En fait, on a trop surestimé. Comment? Ces équipes, elles auraient gagné, on aurait dit quoi exactement? Parce qu'en fait, moi, ce que j'essaie de... qu'ils ont fait un exploit. Le 4-0 0-0 face à l'Espagne lors du premier match. C'est un exploit. Oui, c'est un exploit. Et surtout, c'est une équipe d'Espagne qui n'est pas encore mise au point, puisqu'il y a aussi des conjonctures avec le retour de blessure de Yamal. On a Nico Williams aussi qui n'est pas lancé, donc il fallait intégrer Baïna. Sans avoir des exploits. Pour arriver à cette Coupe du Monde de 48, il y a déjà des gros combats à faire. Donc quand on arrive sur cette compétition, il n'y a plus d'exploit, c'est un homme contre un homme, on se garde contre on. Mais Lionel, tu vas pas me dire que si l'Égypte avait battu l'Argentine, ça aurait pas été un exploit retentissant. Ça aurait été un exploit. Un grand exploit. L'Égypte fait partie des plus grosses équipes d'Afrique. Oui, mais après. Oui, c'est les noms, c'est le statut, mais quand on regarde la valeur des équipes. Si le Congo avait battu l'Angleterre, ça aurait pas été un exploit retentissant. Mais je suis congolais moi-même et je vous dis la vérité, j'aurais pas dit que c'est un exploit, mais j'aurais dit on a eu quand même un peu de chance. Bon, pas beaucoup, mais bon après. Le point qui pour moi c'est vraiment important, c'est que Deschamps on peut pas être dur avec lui comme ça. Ok, pas de souci, il nous a apporté de la joie. Et un peu de tristesse également, mais par moment on agit avec lui comme une de nos ex, une petite amie. Quand ça va plus trop bien, on la fustige, on se dit du mal d'elle. Au moment que pendant tout du long, on a été heureux avec elle. Mais sur 14 ans, c'est vrai que voilà, c'est comme ça. Mais on a beaucoup souffert en France en 2016 quand on a perdu face au Portugal l'Euro français. On a perdu. Mais ça se joue à rien. Ici à Paris. Alors c'est vrai qu'on a. Et Mathieu l'a rappelé. C'est vrai que la France a perdu la finale face à l'Argentine il y a 4 ans, mais il l'a signalé. La France n'a pas existé jusqu'à la 80e minute, et c'est parce qu'elle a joué 15 minutes de folie qu'elle a sauvé son mondial. Non, quand vous regardez, on se rend compte que la France en 2022 aurait pu rater complètement son mondial, et c'est grâce à ces 10 minutes, il y a ces 3 buts qui ont été marqués par Mbemba qu'on a réussi à sauver entre guillemets le mondial avec une finale, même si elle est perdue. Juan Trocet, ce qu'on peut retenir de la France et de Deschamps, c'est qu'il a réussi à maintenir une constance, une régularité. Oui. Il y a toujours eu ce pragmatisme, quoi qu'il arrive. Oui. Et là, il a pris le contre-courant, il a pris un risque. C'est un pari de jouer avec 4 attaquants. Et c'est difficile de bouleverser ça en pleine compétition. Donc c'est aussi difficile à jauger pour critiquer Merci Deschamps. Lionel en tout cas pour ton intervention, pour ta critique en tout cas et ton point de vue sur le mondial, les adversaires de l'équipe de France. Un petit mot monsieur sur Mathieu. Très rapidement Claude, justement à la base, avant le match d'hier soir, j'allais dire tout le bien que je pense de Didier Deschamps, tout le bien que je pense je m'attendais pas à ce qu'il change de système. Très honnêtement, je pensais qu'il allait rester dans son 4-3-3 classique, comme avant le mondial. Depuis avant le mondial, depuis ses 14 ans, etc. Et dès qu'il a commencé à changer ce système, on va jouer avec 4 attaquants. C'est formidable. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir du changement. Peut-être un peu trop tard, voilà, on commençait à s'imaginer monts et merveilles, mais après le match d'hier soir, je ne peux pas dire que du bien de lui, parce qu'il n'a pas su, encore une fois, s'adapter au plan de jeu de Luis de la Fuente. Et hier, c'est un récital tactique avant d'être un récital technique, parce que quand t'es joueur, t'as le droit de rater une passe, t'as le droit de rater un dribble, mais déjà dans
dans l'intensité, j'ai trouvé que les Espagnols étaient rentrés vraiment comme des morts de faim et que les Français se sont un peu retrouvés comme des enfants. Mais psychologiquement, un peu comme des enfants, tu sais, quand tu veux quelque chose et qu'on te dit non. Ah, mais du coup, comment je réagis? Et en fait, il n'y a pas eu de réaction de la part des Français. Maintenant, la mise en place de Deschamps, et après même la première demi-heure ou même voire la première période, il n'y a pas eu d'adaptation tactique et je trouve ça décevant de la part de Didier Deschamps. Restons sur l'Espagne qui a battu l'équipe de France parce que forcément il y a quand même un adversaire qui est champion d'Europe, Juan Rosé. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe espagnole? La force de cette équipe espagnole, je te disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui vous avez aux États-Unis 5 joueurs qui en 2024 étaient aux Jeux Olympiques, des jeunes, et que 2 ans après se retrouvent dans un mondial. C'est aussi la force d'avoir des jeunes, les moins des 19 ans, qui viennent d'être sacrés champions d'Europe, et que dans 4 ans seront en pleine maturité footballistique. Donc on a un vivier des joueurs qui sont là. Et c'est vrai que depuis ce premier titre, le 12e titre, le 12e Euro, puisque le premier on l'a gagné en 64, mais ça on l'oublie assez souvent. Mais depuis 2008, l'Espagne a fait jouer toutes ses équipes des jeunes de la même façon. C'est un peu et comme la Masia. La plupart des clubs, la plupart des clubs en Espagne, la formation, elle est calquée sur ce qui a été la Masia des Xavi, Iniesta, Guardiola, etc., etc. Donc l'Espagne a un vivier des joueurs assez important. Avant, on n'exportait pas des joueurs. Aujourd'hui, vous retrouvez tous les joueurs un peu partout éparpillés en Europe. Et c'est le même cas pour les entraîneurs, puisque on a parlé du PSG à un moment donné, mais le PSG, c'est Luis Enrique. Luis Enrique, c'est le jeu espagnol, c'est faire c'est faire défendre à des attaquants pendant 90 minutes. Mais donc l'Espagne maintenant va jouer cette finale. On verra si c'est l'Angleterre ou c'est l'Argentine. Je pense que l'Espagne et les Espagnols préfèrent l'Argentine parce que c'est une question de battre Messi parce que en termes de récit, il faut rappeler que l'ancien entraîneur de l'équipe d'Espagne avait, avant Luis de la Fuente, avait demandé à Messi, avait essayé d'enrôler pour l'Espagne Messi pour l'équipe d'Espagne. Il a décidé de jouer avec l'Argentine, comme Hakimi a décidé de jouer avec le Maroc. Donc maintenant on va voir, mais il va pas y avoir énormément de changements par rapport aux 11 que vous avez vu, parce que ça dépendra forcément peut-être au milieu si Pedri, si Fabian Ruiz, mais ça dépendra essentiellement de si c'est l'Argentine ou l'Angleterre. Juste une question, le point de départ de ce succès avec Luis de la Fuente, c'est aussi ces ailiers qui vont apporter de la fougue, de la vitesse, Yamal, Nico Williams. Et là, j'étais agréablement surpris par cette équipe d'Espagne, parce que c'est une équipe qui a cette colonne vertébrale, qui a cette densité, mais qui n'a pas nécessairement une équipe qui va amener une intensité monstre dans sa production offensive. Ils ont été très réalistes. Ils ont Baïna, qui est plutôt un joueur qui n'est pas un joueur de débordement. Mais Baïna était en 2024 à Paris. Il est champion olympique, Baïna. Mais c'est surprenant de voir cette équipe qui est aujourd'hui titulaire indiscutable à ses 18 ans de l'équipe d'Espagne. Donc c'est ça, c'est cette jeunesse qui a été formée à jouer dans un schéma très 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 marqué, où ils savent se démarquer, et ça c'est une vision qui se travaille depuis la plus tendre enfance, quand tu rentres dans les clubs et tu es formé dans les clubs, et ça c'est peut-être la force de l'Espagne. C'est un défaut parfois, parce que en 2022 avec ce système, Luis Enrique n'avait pas trouvé la solution. On s'est fait maltraiter par le Maroc, on s'est fait maltraiter par le Japon et plus ou moins par l'Allemagne aussi, mais voilà. Il y avait une possession qui était un peu trop stérile en fait. Complètement stérile. Il fallait créer ce décalage. On a trouvé la profondeur aujourd'hui avec Luis de la Fuente. Mais ce qui est formidable avec cette équipe d'Espagne, et justement Juan Rosé, tu parlais de Luis Enrique. Luis Enrique, comme tu dis, c'est l'Espagne, c'est le Barça. Pour moi, Luis Enrique, c'est un des meilleurs de l'histoire. En termes de jeu, c'est lui qui a gagné les plus de titres avec Barcelone, même plus que Guardiola. Même dans le jeu, le Barça de Luis Enrique, c'est extraordinaire. Donc c'est pas étonnant aujourd'hui, pour le petit parallèle, que le PSG soit double champion d'Europe. Maintenant, j'en reviens à cette équipe d'Espagne. Quand tu te permets de dire, ok, Pedri, je vais le mettre sur le banc, alors que Pedri, et on parle, il y a bien sûr qu'il y a énormément d'ego dans le football et dans toutes les nations, mais t'imagines l'ego de Pedri qui se dit, attends, je suis un des plus grands cracks au milieu de terrain et je vais me retrouver sur le banc. Meilleur milieu même. Et le gars, il ne bronche pas. Et je vois que tu me fais des grands signes, Claude, on va arrêter. Mais pour la dernière petite stat, Fabian Ruiz n'a jamais perdu un match avec l'Espagne. C'est vrai.
Jamais. Ah, j'ai pas vu. Comme dit Miko avec l'équipe de France. Merci en tout cas Mathieu. Merci Noran Rosset. Merci Harris. Merci Sola la réalisation. N'oubliez pas, 21h, deuxième demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre, demi-finale alléchante, attendue. Passez une belle soirée. On se retrouve demain avec Bilal, 20h-21h. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.